La menace d'une guerre nucléaire n'a pas été aussi élevée depuis des décennies et les tensions mondiales entre les principales puissances nucléaires continuent de s'amplifier, principalement en raison de l'invasion russe de l'Ukraine. Un peu plus d'un an après le début du conflit, nous en sommes quasiment revenus à une guerre par procuration, comme la guerre froide qui a opposé la Russie et les États-Unis pendant la dernière partie du XXe siècle. Pour ne pas se laisser dépasser par les événements, des pays comme l'Allemagne et la Chine renforcent leurs capacités militaires, l'Allemagne se préparant à augmenter son budget de défense de plus de 10 milliards de dollars, le portant ainsi à environ 60 milliards de dollars au total. En même temps, la Chine a annoncé que son budget de défense pour 2023 augmenterait de plus de 7% pour atteindre environ 225 milliards de dollars, alors que l'on dénombre de plus en plus d'exercices d'entraînement militaire de démonstration à travers le monde. Avec tous ces potentiels conflits mondiaux en préparation, il est tout à fait naturel de se demander ce qui pourrait arriver de pire. Et malheureusement, beaucoup de choses peuvent mal tourner. Avec environ 13 000 ogives nucléaires réparties dans 9 pays dans le monde, un mauvais usage de la technologie nucléaire menace la vie de pratiquement tout le monde sur la planète. Mais lorsque l'on parle de choses à l'échelle mondiale, cela peut occulter le fait que certains vivent plus mal que d'autres. En effet, certains peuples ont été choisis comme agneaux de sacrifice en cas de guerre nucléaire. Effectivement, il existe un concept connu sous le nom de bouclier nucléaire. De vraies personnes et des lieux ont été désignés par leur propre gouvernement pour absorber le choc d'une première attaque. Nous allons examiner aujourd'hui les États qui ont été désignés pour être sacrifiés en CA de Troisième Guerre mondiale et comment ils sont devenus les endroits les plus malchanceux sur Terre lorsque les bombes nucléaires commenceront à voler. Tout a commencé en 1938 lorsque Otto Hahn et Fritz Strassmann ont découvert la fission nucléaire. Pour faire très simple, c'est une manière de libérer la quantité inimaginable d'énergie capturée dans les liens qui maintiennent ensemble les noyaux des atomes en jouant avec des particules atomiques lourdes comme l'uranium et le plutonium. Cependant, cette découverte par les Allemands, et surtout son potentiel pour des applications militaires, n'était pas vraiment un secret. Le 2 août 1939, Albert Einstein, qui avait fui l'Allemagne pour l'Amérique 7 ans plus tôt, soit juste un mois avant qu'Adolf Hitler ne devienne chancelier, a écrit au président Franklin Roosevelt pour partager ses inquiétudes concernant les applications potentielles du nouveau domaine de la science nucléaire. Il a recommandé au président que le gouvernement devait commencer à développer sa propre arme en réponse et qu'il commence à sécuriser des sources d'uranium et d'autres ressources nécessaires, car selon lui, l'Allemagne pouvait obtenir la capacité de frappe nucléaire dans un avenir immédiat. Suite à cet avertissement d'Einstein et d'autres scientifiques de renom, combiné aux informations recueillies par les agents du renseignement américain, les États-Unis ont décidé que la meilleure option serait effectivement de contrer la menace allemande en construisant leurs propres armes nucléaires. C'est ainsi qu'est né le projet Manhattan en 1942, date à laquelle l'Amérique a développé la première bombe atomique opérationnelle. Bien sûr, les États-Unis avaient pris cette mesure pour se défendre, et ce fut le premier exemple de cette doctrine de dissuasion qui a été utilisée pour justifier la prolifération nucléaire au cours du siècle dernier. Mais c'est presque exactement 3 ans après le début du programme que Little Boy, une bombe atomique de 4000 kg, a été larguée à 8h15 pour exploser 600 mètres au-dessus d'Hiroshima, créant une explosion équivalente à entre 12 000 et 15 000 tonnes de TNT et tuant environ 140 000 habitants sur 255 000. 3 jours plus tard, Fat Man explosait sur Nagasaki. Cette bombe nucléaire de 4500 kg a produit une explosion d'environ 22 kilotonnes et a tué environ 70 000 personnes. Ces bombardements atomiques ont brusquement mis fin à la Seconde Guerre mondiale avec la capitulation du Japon le 15 août 1945. Suite à cela, la communauté internationale s'est posé la question de savoir qui possédait ou risque de posséder dans un avenir proche une telle arme. Qui avait la technologie pour y parvenir? Et surtout, comment pouvons-nous nous protéger? Après la Seconde Guerre mondiale, le système diplomatique international, conçu pour résoudre les conflits entre les grandes puissances, s'était totalement effondré. Les anciens États européens s'étaient presque détruits entre eux dans une lutte brutale contre l'Axe et étaient désormais incapables d'affirmer leur influence comme ils le faisaient avant la guerre. L'ancien système de règlement international s'était effondré en même temps que les États européens dont il était issu, permettant aux États-Unis et à l'Union des républiques socialistes soviétiques
de montrer leurs muscles et de rivaliser pour le statut de superpuissance mondiale, indépendamment des conséquences pour leurs citoyens. Avec moins de colonies et nettement moins de dégâts causés par la guerre ainsi que de pertes humaines, les États-Unis se sont extirpés de leur pire dépression en fournissant l'énorme effort industriel nécessaire pour alimenter et soutenir la guerre. Cette augmentation de la production a créé des millions d'emplois, aidant à réduire les taux de chômage d'environ 25% en 1933 à moins de 2% en 1943. De plus, le produit intérieur brut des États-Unis a considérablement augmenté pendant la guerre. En 1939, le PIB était d'environ 80 milliards de dollars, alors qu'il avait plus que doublé en 1945 pour atteindre environ 230 milliards de dollars. Il est délicat de déterminer l'effet de la Seconde Guerre mondiale sur l'avenir d'un pays et son implication dans les affaires mondiales. Les dépenses de défense des États-Unis ont atteint près de 40% de l'économie totale du pays à la fin de la guerre. Et ce chiffre n'a jamais vraiment baissé par la suite. Pour mieux comprendre, imaginez dépenser $1 million toutes les heures, jour et nuit, pendant une année entière. Il faudrait 576 ans pour dépenser ce que les États-Unis ont dépensé pendant la Seconde Guerre mondiale seulement. Le peuple américain a mis toutes ses ressources au service de la guerre, créant ainsi une industrie de la défense très puissante, concentrée sur le maintien de sa position spéciale. Les États-Unis ont pris le contrôle de nombreux territoires pendant la guerre et avaient besoin d'un approvisionnement constant en équipements militaires et en soldats pour les protéger. Il est remarquable que l'Union soviétique ait pu tenir bon, malgré plus de 20 millions de morts au total et une perte de 60% de sa capacité industrielle. La guerre a permis aux Soviétiques d'établir une structure organisationnelle efficace et de conserver leurs satellites en Europe de l'Est. Cette période d'après-guerre a vu la transformation des colonies occidentales en États indépendants. Par exemple, en 1960, des pays comme le Congo belge, le Bénin, le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, le Congo, Chypre, le Gabon, la Côte d'Ivoire, Madagascar, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Somalie, le Togo et la Haute-Volta, aujourd'hui le Burkina Faso, ont rejoint les Nations Unies après avoir été reconnus comme des États indépendants. Pendant ce temps, l'Union des républiques socialistes soviétiques et les États-Unis construisaient des bases militaires en réseau interconnectés et mettaient en place des installations de renseignement et des programmes d'assistance. Les États-Unis ont assumé la responsabilité de fournir la puissance militaire et la sécurité en Asie du Sud-Est après avoir vaincu l'armée japonaise, mais non sans affronter les limites du nouvel ordre mondial bipolaire. La péninsule coréenne, par exemple, a été divisée le long du 38e parallèle, les Soviétiques armant le Nord et les Américains supervisant l'armée sud-coréenne. Les États-Unis ont même aidé les forces du Kuomintang à assurer l'indépendance de Taïwan après sa défaite durant la guerre civile chinoise de 1949. Alors que les problèmes mondiaux impliquaient de plus en plus les superpuissances capitalistes et communistes, on s'attendait à ce que les anciennes puissances coloniales cherchent à maintenir des liens économiques avec leurs anciens territoires, se préparant pour un avenir dans lequel l'armée et les ressources seraient cruciales. Par exemple, la France et le Royaume-Uni ont su préserver leur influence de manière indirecte. L'Empire français a été remplacé par l'Union française, qui a continué à bénéficier du travail, des ressources et des profits des régions d'Afrique, d'Asie du Sud-Est, des Caraïbes et de la Polynésie française. De manière similaire, la France allait réaliser plus tard 210 essais nucléaires en Algérie et en Polynésie française entre 1960 et 1996. De même, le Royaume-Uni s'est assuré d'avoir accès à une source de carburant stable en contrôlant l'exploitation de l'uranium dans des pays africains comme l'Afrique du Sud par le biais d'entreprises britanniques, ce qui lui a permis d'éviter les défis politiques et financiers de l'énergie nucléaire. Mais la conviction que les armes nucléaires mettraient fin aux guerres conventionnelles n'a pas persisté longtemps. Pendant les années 1970, des conflits ont fait rage en Angola, au Burundi, au Cambodge, au Guatemala, en Iran, en Jordanie, au Liban, au Nicaragua, au Pakistan, aux Philippines, en Rhodésie et au Sri Lanka. Les guerres ont persisté dans les années 1980 avec la guerre Iran-Irak, qui a provoqué la mort d'environ 1 million de personnes, et d'autres conflits ont soit commencé, soit continué aux Philippines, en Angola, au Guatemala, en Afghanistan, au Salvador, au Nicaragua, au Cambodge, au Mozambique et au Pérou, avec l'Union soviétique, les États-Unis ou l'Afrique du Sud impliqués dans la quasi-totalité d'entre eux. L'ère nucléaire n'avait pas éradiqué les sacrifices des soldats et des civils à travers le monde. En fait, on pourrait même penser que c'est tout à fait l'inverse. Les États-Unis ont poursuivi leur programme ambitieux de domination dans tous les domaines: terre,
air, mer, information et même dans l'espace. Harold Pinter a souligné cela lors de son discours d'acceptation du prix Nobel en 2005, notant que la politique officielle des États-Unis était la domination à spectre complet. Dans le rôle d'une puissance suprême lors d'une lutte mondiale tendue, les dirigeants américains se sentaient responsables de la gestion des affaires mondiales. Ce qui signifiait parfois faire des sacrifices, y compris potentiellement sacrifier certains de leurs propres concitoyens en cas d'attaque nucléaire. Les États-Unis ont commencé la construction de silos pour leurs missiles balistiques intercontinentaux, ou ICBM, pour contrer la menace potentielle d'une première frappe soviétique pendant la guerre froide. Les deux principaux types de missiles balistiques intercontinentaux ont été déployés dans ces silos pendant les premières années. Les missiles Atlas et Titan. Les missiles Atlas lancés en 1959 étaient les premiers missiles balistiques intercontinentaux opérationnels américains. Ils avaient une portée d'environ 9000 miles et pouvaient transporter une ogive nucléaire d'une capacité allant jusqu'à 4 mégatonnes. Les missiles Atlas ont initialement été disposés dans des lanceurs de surface, puis transférés dans des silos souterrains pour plus de sécurité. Le missile Titan, un missile balistique intercontinental plus avancé et plus puissant, a été introduit en 1962. Il avait une portée d'environ 10 000 miles et pouvait transporter une ogive nucléaire de 9 mégatonnes. Les missiles Titan ont été placés dans des silos souterrains renforcés pour mieux résister à une éventuelle attaque ennemie. Certains silos possédaient un système de fusée à 2 étages à carburant liquide pour accélérer leur lancement. Les premiers silos ont été disséminés dans plusieurs États à travers les Grandes Plaines, y compris le Dakota du Nord, le Dakota du Sud, le Montana, le Wyoming, le Nebraska et le Colorado. Ces États offraient de vastes zones reculées permettant le placement stratégique des silos afin de garantir la sécurité et la sûreté des systèmes de missiles. La présence de ces silos impliquait également que les personnes vivant dans ces États couraient un risque plus élevé de devenir des cibles en cas d'attaque nucléaire. Bien que le placement des silos dans ces États visait à fournir un puissant effet de dissuasion contre une éventuelle agression de l'Union soviétique, cela mettait également en danger la vie des habitants de ces régions. En cas de conflit nucléaire, ces États seraient probablement parmi les premières cibles, car les ennemis chercheraient à éliminer la capacité des États-Unis de riposter avec leur propre arsenal nucléaire. Les habitants de ces États vulnérables seraient donc voués à une destruction catastrophique, sacrifiés pour le bien supérieur de la stratégie de défense du pays. Mais les habitants de ces États ne sont pas les seuls qui pourraient subir une attaque nucléaire. Alors que la puissance des armes nucléaires ne cessait d'augmenter, il devenait évident pour les dirigeants américains et le public en général que n'importe qui pourrait potentiellement être une victime. Ainsi, au début de la guerre froide, les États-Unis se sont empressés de développer un plan de sécurité nationale complet, utilisant toutes les ressources possibles à leur avantage. Par exemple, le système autoroutier national a été construit pour améliorer le mouvement des troupes et permettre l'évacuation des grandes villes en cas de crise. Cependant, face au danger d'une attaque nucléaire, on ne savait pas réellement s'il valait mieux pour les gens de chercher un abri ou de fuir les grandes villes pour éviter une éventuelle dévastation. La loi sur la sécurité nationale de 1947 a créé le département de la Défense et l'Agence centrale de renseignement, tandis que le président Truman a mis en place l'administration fédérale de la défense civile en 1950 pour résoudre les problèmes de sécurité interne, pour évaluer les risques et réaliser des préparations stratégiques. L'administration fédérale de la défense civile a été confrontée à la tâche redoutable d'évaluer et de répondre à des menaces nouvelles et évolutives pour la sécurité territoriale nationale des États-Unis. L'administration Eisenhower, en 1955, a conseillé à toutes les familles de conserver une réserve de nourriture et d'eau pour 7 jours en cas d'urgence atomique. Le but de cette initiative, appelée « Garde-manger de mamie », était de pénétrer la conscience populaire avec des slogans tels que « Grand-mère était toujours prête pour une urgence ». Cependant, comme la plupart des garde-manger urbains se trouvaient en surface et étaient donc vulnérables aux bombes atomiques, le public a finalement réalisé que cette stratégie était insuffisante. Avant la fin de cette période, le département de l'agriculture des États-Unis a introduit son aliment du jour du jugement dernier dans les années 1960. Un biscuit de blé bulgare surnommé le biscuit de survie tout usage. Cette solution quelque peu décevante était bien loin de la domination totale souhaitée. Ce n'est qu'en septembre 1961 que le président John F. Kennedy s'est adressé de manière dramatique aux Américains dans le magazine Life, en commençant par dire « Chers compatriotes américains, nous ne pouvons ignorer aujourd'hui que les armes nucléaires et la possibilité d'une guerre nucléaire font partie de notre quotidien, avant de présenter un plan ambitieux. Non,
Les armes nucléaires n'allaient pas être démantelées et interdites à jamais. Kennedy avait une meilleure idée. Son idée était un programme d'abri anti-atomique, une opération de fuite améliorée en CA de frappe nucléaire qui pourrait sauver jusqu'à 50 millions d'Américains. Ce programme national de recensement et de promotion des abris anti-atomiques avait pour but d'identifier les bâtiments pouvant servir d'abris anti-atomiques, protégeant de la radioactivité résiduelle plutôt que de l'explosion elle-même. Des abris anti-explosion entièrement renforcés en béton auraient coûté près de 200 milliards de dollars, un prix jugé trop élevé, surtout si l'on considère que les dépenses militaires américaines en 1961 dépassaient les 54 milliards de dollars, soit 9,2% du PIB de cette année-là. Ainsi, en cas d'attaque urbaine, les citoyens étaient laissés à la merci du hasard. Une raison possible du manque de conviction de ces tentatives de défense civile urbaine est qu'elles l'étaient réellement. Cette représentation théâtrale avait pour objectif d'empêcher la population de paniquer, car aux yeux de nombreux stratèges de la défense, une seule chose comptait vraiment pour la défense civile: la géographie des États-Unis. C'est pourquoi les premiers silos de missiles balistiques intercontinentaux ont été placés dans les États des Grandes Plaines en 1959. En effet, leur géographie leur conférait 3 avantages uniques. Premièrement, en partant depuis cette zone, les missiles devaient survoler la plus courte distance jusqu'à l'Union soviétique, soit environ 5000 à 6000 miles, en passant directement au-dessus du pôle Nord. Deuxièmement, la distance des silos de missiles par rapport aux 2 côtes américaines augmentait la probabilité de détecter à temps le lancement d'une attaque depuis un sous-marin nucléaire afin d'y apporter une réponse efficace. Et troisièmement, les installations de lancement de missiles étaient situées dans les zones les moins densément peuplées des États-Unis, ceux qui en faisaient le sacrifice le moins coûteux politiquement. Pour résumer, ces emplacements ont été choisis parce que ce sont les endroits où la densité de la population est la plus faible aux États-Unis continentaux. En conséquence, toute perte de vie potentielle aurait un impact politique plus négligeable, ce qui fait de ces zones le choix le plus approprié pour y installer un bouclier protecteur. Plus de 1000 silos de missiles. Minuteman et 7 installations de contrôle de lancement correspondantes ont été construites entre le milieu des années 1960 et le début des années 1990, avec la logique que certains États et leur population pourraient servir de tampons d'absorption pour les arsenaux nucléaires ennemis. Cette décision a été prise malgré le développement rapide des capacités de lancement nucléaire par mer et par air et sans aucun type de processus démocratique. Vous pourriez vous demander pourquoi un ennemi ayant l'intention d'infliger des dommages aux États-Unis ne ciblerait pas des grandes villes comme Washington, New York ou San Francisco. Pour comprendre pourquoi cela avait du sens pour les gens à l'époque, vous devez comprendre 2 choses. Premièrement, la prolifération nucléaire a eu lieu à un rythme alarmant dans les années 1950 et 60. Le Royaume-Uni, la France et la Chine étaient classés 3e, 4e et 5e dans la course aux armes nucléaires, obtenant leurs premières armes atomiques respectivement en 1952, 1960 et 1964. Face à cette prolifération nucléaire rapide, les stratégies de défense ont été retardées. Les planificateurs militaires croyaient souvent que pour avoir un avantage significatif lors d'un conflit, il valait mieux frapper en premier l'arsenal nucléaire de son ennemi. Cette pensée défensive a conduit à placer des silos de missiles terrestres loin des centres de population civile, des bâtiments gouvernementaux, des réseaux de ressources et des centres financiers. On croyait qu'une attaque nucléaire sur les États-Unis viserait l'un des sites de missiles Atlas, Titan, Minuteman ou Peacekeeper parmi les centaines installés à travers les Grandes Plaines, du Texas au Dakota du Nord, en passant par le Nouveau-Mexique et le Montana. Ces sites, ainsi que les personnes et les écosystèmes à proximité, absorberaient l'arsenal nucléaire de l'ennemi, agissant comme un bouclier ou une éponge nucléaire. Deuxièmement, les planificateurs de la défense civile se sont appuyés sur la doctrine de la destruction mutuelle assurée. Au début de la guerre froide, la technologie des missiles a tellement progressé qu'un échange nucléaire complet entre l'Union soviétique et les États-Unis aurait pu avoir lieu en moins d'1 heure. En 1955, les États-Unis possédaient plus de 2422 ogives nucléaires, tandis que l'Union soviétique en comptait 200. Avec le temps, ces chiffres ont augmenté et le déploiement nucléaire par terre, air et mer a atteint un niveau de précision et d'omniprésence terrifiant. Au moment de l'effondrement de l'Union soviétique, en 1989, les États-Unis et les Soviétiques avaient accumulé plus de 90% des 58 342 ogives nucléaires mondiales. Si un pays devait lancer une bombe nucléaire, il s'ensuivrait probablement une destruction mondiale. Ainsi,
La principale stratégie de défense nationale des États-Unis reposait sur la promesse d'un sacrifice total, créant l'illusion d'une sécurité absolue. La politique nucléaire internationale fonctionne sur une contradiction massive, évidente dans le paradoxe entre la dissuasion et la dénucléarisation, ou le désarmement. La dissuasion, le concept selon lequel la possession d'armes nucléaires et la menace d'une destruction massive peuvent garantir la sécurité nationale, contredit la politique de désarmement, qui postule que ne pas avoir une arme mortelle empêche son utilisation létale et étend cette notion à la politique internationale. La nature douteuse de la politique de dissuasion américaine réside dans sa présentation et la manière dont ses dirigeants la traitent. Par exemple, lorsque le président John F. Kennedy a signé le traité d'interdiction partielle des essais nucléaires pour les États-Unis le 25 juillet 1963, il a déclaré depuis Moscou que ce traité donnait simplement du temps au monde, un répit, jusqu'à ce que ces armes de destruction massive soient enfin abolies. Compte tenu de son plan de refuge anti-radiation peu coûteux initié seulement 2 ans auparavant, Kennedy espérait peut-être sincèrement un miracle. Cependant, ses actions ne reflétaient pas de telles aspirations. En 1972, Richard Nixon a signé le premier traité sur la limitation des armes stratégiques, connu sous le nom de SALT-IMIT, avec Leonid Brezhnev, affirmant le droit de chaque nation à maintenir la force nécessaire pour défendre son indépendance. Nixon a reconnu que dans une course aux armements non contrôlés entre 2 grandes nations, il n'y aurait ni gagnant ni perdant. Lorsque Reagan, grand dépensier militaire, est arrivé au pouvoir, le traité d'interdiction partielle des essais nucléaires de Kennedy n'avait plus aucun avenir. En 1983, Reagan a proposé l'ambitieuse initiative de défense stratégique, un système armé de lasers à rayon X installé dans l'espace pour détecter et dévier les armes nucléaires entrantes. Le gouvernement a dépensé 30 milliards de dollars sur ce projet au cours de la décennie suivante, avant que Bill Clinton ne l'abandonne en 1993. Reagan visait à utiliser le complexe militaro-industriel et ses ressources scientifiques pour rendre les armes nucléaires impuissantes et obsolètes. Il est important de noter que depuis que les bombes atomiques ont été larguées sur Hiroshima et Nagasaki, les efforts internationaux pour prévenir la prolifération des armes nucléaires ont été continus, mais notablement inefficaces. En 1946, la Commission de l'énergie atomique des Nations Unies a été créée pour promouvoir l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et prévenir les applications militaires. La Communauté européenne de l'énergie atomique a été créée en 1957 avec des objectifs similaires, et l'Agence internationale de l'énergie atomique a été fondée la même année. Malgré le rôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique en tant que gardien mondial pour empêcher le détournement de matériaux nucléaires à des fins militaires, en 1980, 6 pays possédaient 55 755 ogives. En 1987, au plus fort de la course aux armements de la guerre froide, 7 pays possédaient 64 452 ogives. Et bien que le nombre total d'ogives dans le monde ait été réduit à environ 13 000, le nombre de pays possédant des armes nucléaires activement déployables a augmenté pour passer à 9, avec la Russie, les États-Unis, la Chine, la France, le Royaume-Uni, le Pakistan, l'Inde, Israël et la Corée du Nord. La menace que représentent les États voyous ou dictatoriaux dotés de capacités nucléaires est souvent citée comme une raison de maintenir l'arsenal nucléaire des États-Unis à l'ère de la diplomatie de dissuasion crédible. Ce changement de politique a eu lieu après que Bill Clinton a abandonné les directives de Reagan qui visaient à préparer les États-Unis à une guerre nucléaire prolongée. Malheureusement, cette approche ne garantit pas la paix. Prenons l'exemple de la Russie qui a augmenté ses dépenses militaires de plus de 30% depuis 2012, se concentrant principalement sur les ogives nucléaires et les capacités de contrôle. En conséquence, il est peu probable que la doctrine de dissuasion s'estompe de sitôt, laissant les peuples craindre une escalade et des dégâts potentiellement irréparables découlant de cette logique. Au milieu du XXe siècle, certains experts pensaient que les armes nucléaires avaient rendu la guerre conventionnelle inutile, mais avec le temps, cette théorie s'est infirmée. La prolifération des armes nucléaires semble en fait avoir rendu leur utilisation plus probable, puisqu'elles permettent aux pays d'employer la menace de leur utilisation comme protection contre les attaques non nucléaires et conduisent également à une action militaire si une nation est soupçonnée de créer des armes nucléaires. Par exemple, le président George W. Bush a initié une guerre longue, coûteuse et dévastatrice en Irak sur la base de l'hypothèse d'un programme d'armes nucléaires initié par Saddam Hussein qui s'est avéré inexistant.
Le concept de dissuasion nucléaire crédible est intimement lié à l'inévitabilité des tensions et des conflits dans la politique internationale entre nations de puissances différentes. Les idéologies de l'avantage de la première frappe et de la destruction mutuelle assurée reposent sur le potentiel de violence entre les acteurs mondiaux à tout moment, faisant de la menace d'annihilation d'innombrables vies innocentes un élément nécessaire de la sécurité interne des pays, provoquant naturellement une certaine inquiétude. La nécessité de protéger les intérêts de la sécurité nationale des États-Unis par tous les moyens nécessaires et l'idée d'une guerre juste ou d'un usage juste de la force sont prévalents dans la politique nucléaire américaine. Ces concepts sont souvent liés à des guerres justes considérées comme nécessaires et à la défense de la sécurité nationale par tous les moyens comme une cause intrinsèquement juste pour laquelle il vaut la peine de se battre si nécessaire. Malgré la Convention de Genève interdisant l'utilisation de la force contre les civils, certains experts militaires utilisent la distinction entre le maintien de la paix et l'application de la paix de la Charte des Nations Unies pour défendre leur droit d'utiliser la force dans certaines situations. Malgré les accords internationaux, l'usage de la force est justifié s'il aide à atteindre un résultat clairement défini, en particulier si les principes ou les intérêts sous-jacents sont jugés significatifs. Le brigadier général Smedley Darlington Butler, qui a quitté l'armée en 1931, a dénoncé la théorie et la stratégie de la guerre comme un meurtre légalisé. Il a critiqué l'industrie de l'armement pour avoir réalisé d'énormes profits pendant les guerres, alors que les soldats ordinaires étaient confrontés à la mort. Le témoignage de Butler met en lumière le côté sombre de l'internationalisme américain, alors qu'il racontait son rôle dans la défense des intérêts des grandes entreprises et de Wall Street tout au long de sa carrière militaire. Les CA d'utilisation de l'agent orange au Vietnam, les atrocités commises par les escadrons de la mort financés par les Américains en Amérique latine et les abus à Abu Ghraib dans la baie de Guantanamo démontrent souvent l'image déformée de l'État bon samaritain. En fin de compte, la poursuite d'une cause juste et la nécessité de la défense du pays s'entremêlent souvent, conduisant à la violence sacrificielle au nom de la propagation des valeurs américaines, qui peut parfois inclure le sacrifice des propres concitoyens du pays en question.